Labouzie. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes ravis d'accueillir Leila Bouzid, qui est à New York pour la projection de son nouveau film, Une histoire d'amour et de désir, qui sera au festival Rendez-vous with French Cinema cette semaine. Donc Rendez-vous avec French Cinema, c'est le festival qui a commencé hier. Nous avons eu la chance de pouvoir montrer hier soir à la Maison Française, non pas le nouveau film, mais le premier film de Leila Bouzid, À peine j'ouvre les yeux, de 2015. Et si vous avez envie de voir le nouveau film, je vous encourage donc d'aller à Rendez-vous avec French Cinema. Et donc je saisis l'occasion de remercier toute l'équipe de Rendez-vous avec French Cinema, ainsi que Albertine Cinémathèque, donc nos partenaires dans l'organisation de ce masterclass. Je me demande, are there people in the audience who don't speak French and who would, okay. So fortunately we have Asia here who's going to translate or just summarize what's been said. So we're here for the masterclass with Leila Bouzid, who is in New York for the screening of her latest film, A Tale of Love and Desire, that is taking place as part of the festival Rendez-vous with French Cinema that we had yesterday. Fortunately, we were able to screen her first film from 2015 as I opened my eyes last night at the French House, and I encourage all of you to go and see her film as part of this festival. Thank you. Leila Bouzid, bienvenue à Columbia, merci d'être là avec nous. Si vous êtes d'accord, j'aimerais d'abord parler de votre premier long métrage, parce que c'est le film que l'assistance a pu voir. Et après, on peut se tourner vers votre film plus récent. Donc, À peine j'ouvre les yeux se déroule en 2010, à la veille de la révolution tunisienne. Et au centre, il y a un personnage de jeune femme qui vient d'avoir son bac, qui a des études, un avenir très prometteur devant elle, qui est aussi chanteuse, qui chante dans un groupe de musique hybride, un peu punk, un peu rock, mais qui s'ancre aussi dans la tradition de la musique arabe classique. Donc pourquoi raconter cette période d'avant-révolution avec au centre cette jeune femme, ce groupe de jeunes, et pourquoi donner à la musique un rôle si central dans le film? Peut-être il faut dire. So we'll start with a question about the first feature film before moving to the most recent one. So it's a film that takes place in 2010 on the eve of the Tunisian Revolution, and has at its center a young woman who just graduated high school and has a glorious future ahead in higher education, and she's also the singer of a sort of hybrid musical group that is a little bit punk and also merges some influences of classical Arabic music. So why choose music, and why choose this young woman as the centerpiece of your film? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Alors, à peine j'ouvre les yeux, donc moi j'ai grandi en Tunisie, je suis partie en France pour faire des études supérieures après le bac en 2003. Et j'ai fait des études de cinéma, et mes études de cinéma, je les ai finies en 2010-2011. Donc j'ai tourné mon film de fin d'études en 2010 en Tunisie, et puis il y a eu la révolution qu'on a appelée révolution des jasmins, etc. Et c'était pile le moment où moi j'allais sortir de l'école de cinéma et penser à un premier long métrage. Mon film de fin d'études aborde une relation mère-fille, plutôt du point de vue de la mère, avec une fille qui est, dont on sait qu'elle a été très libre, mais le film commence, elle a été tabassée, et on cherche pourquoi. Et je voulais faire un film sur la relation mère-fille, mais inversée, être avec la jeune femme, et voir cette fille libre qu'on décrit dans ce film. Et là, il y a eu la révolution, et il y a eu une effervescence très très forte, un vent de liberté très fort en Tunisie, partout on parlait de ça, et beaucoup de jeunes cinéastes faisaient des documentaires, et moi je me suis dit, enfin on va pouvoir raconter l'état policier de Ben Ali
on va pouvoir raconter comment on vivait, l'atmosphère dans laquelle on vivait et dans laquelle moi j'ai grandi au lycée et qui me semblait quelque chose qui n'a jamais été raconté. Et donc, au lieu de filmer la révolution ou de raconter la révolution, je voulais profiter de la liberté d'expression que permet la révolution pour raconter l'état policier de Ben Ali que personne ne connaît. Ça va? Oui. So I was graduating for my cinema studies just around this time, and my graduating film centered on the relationship between a mother and her daughter, a young woman whose freedom was felt, even though she just experienced some violence. And that's when the revolution started, and the effervescence that allowed made me and other filmmakers like me feel that this was an opportunity to finally talk of the atmosphere and conditions of the police state that we had grown up under. And so rather than focusing on the revolution itself, I was using the opportunity of the revolution to tell the stories from what we'd experienced this entire time and which had been used until then. Et ensuite, pour le personnage, donc je voulais raconter cette histoire mère-fille à travers le personnage d'une jeune femme comme ça qui est forte, qui a beaucoup d'énergie. Et au tout début de l'écriture du scénario, j'avais dans l'idée de faire de Farah, donc le prénom, elle s'appelle Farah, une blogueuse. Parce qu'il y avait énormément de blogueurs et de blogueuses à ce moment-là en Tunisie qui étaient très actifs politiquement. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que blogueuse, c'est pas très cinématographique. Et qu'on n'avait pas vraiment, j'avais pas envie. Et en discutant avec ma co-scénariste, elle m'a dit, mais pourquoi elle serait pas chanteuse? Et j'ai dit, mais it's so huge, c'est tellement grand de faire qu'elle soit chanteuse. Et en fait, ça m'a percuté. Et c'était vraiment, tout de suite, c'était très cinématographique. Quand j'étais en Tunisie, il y avait énormément de jeunes groupes de rock en Tunisie, en tunisien, qui chantaient en tunisien, mais en fait, ils étaient très éphémères. C'est-à-dire qu'on allait à un concert dans un endroit improbable, dans une salle de sport, je ne sais pas quoi. Il y avait une énergie folle, et après, ce groupe, il disparaissait, on n'entendait plus jamais parler. Et il y a eu beaucoup ça. Alors, je me suis dit, je vais faire la musique dont je rêve, qui est une musique rock avec du oud, qui est un instrument qui me semble être propice pour le rock. Je vais faire du rock en tunisien, et j'ai commencé à écrire le scénario en rêvant de ce groupe de rock qui n'existe pas. Et c'est vrai qu'après on commençait à préparer le film, je me suis dit mais on est fou, mais comment on va faire pour réaliser, incarner ce groupe de rock? So Farah, who is a young woman in the film, was originally destined to be a blogger, and because there was a lot of political activity online at the time, but I quickly realized it didn't make for great cinema as a craft, and so my co-writer suggested that we might make her a singer, and at first that seemed huge to me until something about that really hit me, because I grew up in an environment where there was a lot of Tunisian rock bands that were very ephemeral. We would go to a concert in an improvised place, it could be a gym, it could be something like that, and there would be crazy energy around them, and then somehow they'd disappear. And so I decided that I was going to create the rock band that I dream of, which is a rock music that includes the oud, which to me seems to be what it's about. So I started writing the script, dreaming of this band and how to incarnate them. Sachant qu'en 2010, il y avait vraiment quelques groupes aussi, et notamment 2 chanteuses, dont une qui s'appelle Emel Mafloufi, qui vit à New York maintenant, je crois. Et par exemple, elle, quand elle a vu le film, elle a beaucoup reconnu des choses de sa vie, mais Farah était quand même un personnage fictif, et ce groupe n'existait pas réellement, mais en tout cas, ça m'a paru être idéal pour représenter l'énergie avec de la jeunesse, avec des maladresses, avec une musique qui n'est pas forcément parfaite, mais qui est forte. Et voilà, une chanson, c'est très puissant en fait, ça reste dans la tête, ça fait peur à un régime policier, et ça se propage comme ça, et ça c'était très beau à écrire. And
Because around that time in 2010, there were many singers who do resemble Farah, especially a singer called Ibrahim Matrusi, who is, I think, now living in New York. And so the whole idea was that through music we could speak about this sort of youthful, clumsy movement, and this music that is both imperfect and powerful and can be very scary to a police regime because music stays in their head. Je propose de regarder un extrait. Avec plaisir. Parce qu'avec ça, on peut voir à la fois la centralité de la musique et quelques éléments cinématographiques, mais aussi peut-être l'importance de la dimension intergénérationnelle dont vous avez parlé, donc ce rapport mère-fille qui est central et qui évolue, qui change au cours du film. فرح ايش تعمل؟ فرح شي ما يتعدى صاحي ولا مخموم رجلك زيد راسك يتفلق بدوى ينفع لبخوم وين تمشي تضربك لحيوم تقعد تدوري 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 تدوري
que vous avez travaillé, si je comprends bien, avec un compositeur pour le film qui n'est pas tunisien, qui est syrien. Non, qui est irakien. Irakien, d'accord. Oui, oui, pardon. Oui, qui alors déjà c'est des prises de son live, donc c'est vraiment tout est live, c'est fait avec une seule caméra, donc vraiment c'était très très passionnant à fabriquer ces scènes-là. Ce qu'on a fait d'abord, quand j'ai écrit le scénario, ce sont des scènes où les chansons ont une fonction dramaturgique parce qu'elles suscitent des réactions. Parce que Farah ne peut pas chanter certains textes dans la Tunisie de Ben Ali. Et ensuite, ces chansons-là donc, ont une fonction dramaturgique. Donc moi, j'ai écrit dans le scénario une musique dont je rêvais. J'ai trouvé, je me suis rapprochée d'un ami qui est parolier tunisien, qui a écrit les chansons en tunisien, en dialogue avec moi, mais qui avait une belle plume mieux que moi, donc on a travaillé ensemble. Et pour certaines chansons, c'était vraiment dès le premier jet. Et le musicien, j'ai beaucoup cherché, je voulais absolument du oud. Et j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai été à un concert à Paris d'un groupe, et c'était un groupe qui s'appelle Alif Ensemble, qui fait de la musique avec du oud et du rock. Ils ont un album qui est magnifique, ils sont un seul album s'ils se sont séparés. Et Khayem, qui donc a composé la musique, était dans ce groupe. Et il a vécu pendant 3 ans en Tunisie. Il est allé après la Révolution. Il venait de quitter la Tunisie et il avait gardé une frustration. Il n'a pas fait un projet en Tunisie. Et donc, quand je lui ai parlé de l'énergie des jeunes, même de l'actrice qui allait jouer, des musiciens, il connaissait la scène musicale tunisienne et les jeunes tunisiens. Il les connaissait très bien, il voyait exactement ce que je voulais et il a, avec moi, composé la musique et après je lui ai présenté les acteurs. Il m'a dit il faut des vrais musiciens. On a fait un casting pour le jeu et pour la musique et l'actrice, c'est elle qui chante. Elle n'est pas chanteuse, elle m'a dit qu'elle chantait depuis qu'elle est jeune au conservatoire, mais en fait c'était pas vrai. Et il a vraiment composé pour sa voix à elle. Et quand j'ai hésité entre 2 actrices qui avaient des voix différentes, il fallait vraiment que je décide pour qu'elles puissent composer la musique. So the composer of the music is from Iraq, and so these scenes were very interesting to shoot because they had every song has a specific dramaturgical function insofar as the text of the music or text that would have been censored in the police state, and so I was very lucky in the creation of the band because I went with a friend who is a Tunisian songwriter, and then for the musician, for the oud player, I met in a concert in Paris Hayem, who is part of the Alif Ensemble band, and together we worked to create this atmosphere that he was very familiar with because he had lived in Tunisia for 3 years, and when we just left and felt a frustration as to not having created anything of his own there. So it really came together in a perfect way where we then casted the actors and the musicians together for the music. Le rythme du film est très, très lent et il y a des prises parfois très longues. Donc on voit la performance d'une chanson intégrale et aussi une scène vers la fin du film où on voit Farah qui a été arrêté, qui est entre les mains de la police de Ben Ali. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce rythme, sur ces longues prises, sur la dimension, les choix cinématographiques? Alors, donc déjà la musique, j'ai un peu été piégée par la musique parce que je suis tombée amoureuse de ces chansons et que c'était vraiment très beau de les voir s'incarner. J'étais consciente que pour que le film fonctionne, il fallait que ce groupe de musique, on y croise vraiment, que ce soit très très incarné et que en tant que spectateur, on aime les regarder pour que quand on empêche Farah de chanter, on soit nous-mêmes frustrés de cet arrêt. Et c'est vrai que je voulais à la fois, je trouvais la musique très belle, à la fois on a beaucoup réfléchi avec le directeur de la photographie à comment filmer chaque morceau d'une manière particulière et sans que ça fasse vidéoclip.
Et donc, je voulais, en fait, ça tenait de laisser le temps. Et j'aimais bien l'idée de prendre le temps dans le film, d'écouter ces textes et de sentir cette énergie et de leur laisser vraiment de la place. Et je pense que ça permet vraiment d'incarner énormément le film. Ensuite, le film, il fait des partis pris radicaux de laisser des plans longs, mais je ne suis pas sûre que le rythme soit lent, parce que c'est un film qui est un peu en 3 actes, avec des actions très fortes à la fin de chaque acte, avec un film qui bascule d'une relation très intime, plutôt mère-fille, petit copain, à quelque chose qui devient la société, puis l'état policier, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus politique. Et c'est vrai que donc il y a des longues prises sur la musique et aussi sur une scène de torture policière qui est une forme de torture psychologique. Et je trouvais ça intéressant de laisser le temps comme une réalité. En fait, on voit tout le temps dans les séries télévision, les trucs de policiers à la télé, on voit tout le temps des scènes de torture ou d'interrogatoire, mais on ne les ressent pas vraiment, on ne ressent pas la violence. Et je voulais qu'on ressente très fort la violence de cette scène et le temps réel, le fait que ça dure comme ça. Je crois que ce soit un plan qui avance comme ça vers elle et qui isole, il a un impact très fort et c'était très important aussi que ce soit incarné dans le film. Ça va? So the question was about the pace of the film and the desire to leave long shots, especially on the music scenes and on the scene where Farah is arrested by Beninese police. And so it has to do with how I fell in love with the texts and the music and wanting this band and needing this band to be believable to carry the film through. And with the DOP, there was a lot of conversation as to how to stay clear from the kind of music video vibe every time that we would film this music, which was the text of the film. And that when Farah is arrested, the idea is that because the band became believable, because we fell in love with them as spectators, we also feel violence in this. And so the film, although some of the shots are very long, I wouldn't say that it is slow because it has in some ways 3 acts, where from the first where we come from an intimate sort of relationship to a more political one, with very strong actions, that the time is what was necessary to make the violence come through, especially with the scene of torture, intellectual torture, whereas the camera is closing into her as the time of the scene goes through is what makes us come to incarnate what this is about. Donc votre nouveau projet, votre nouveau film est aussi très structuré. Donc peut-être parlons un peu de ce nouveau film qui vient de sortir. Donc une histoire d'amour et de désir. L'histoire se situe cette fois-ci en banlieue parisienne et au centre il y a un jeune couple et surtout un jeune homme, Ahmed, qui commence ses études de lettres à la Sorbonne, qui commence aussi à avoir des sentiments pour une camarade de classe qui, elle, est tunisienne et qui découvre l'érotisme de la littérature arabe classique et qui a beaucoup de mal à gérer ses sentiments, à vivre, à assumer son propre désir. Donc on peut peut-être regarder la bande-annonce juste pour voir cette constellation de thèmes et d'idées. Donc la littérature, j'aurais dû dire que Ahmed, lui, il est l'enfant d'immigrés algériens. Donc c'est un enfant de la diaspora qui tombe amoureux d'une fille qui vient directement de la Tunisie. So now we're going to turn to your latest film, which is also very structured. It's shot in the Persian suburbs and has at its center a relationship, a couple, but especially a young man, Ahmed, who is a child of Algerian immigrants, who is a child of the diaspora, and who falls in love with and a desire with his classmate, who comes directly from Tunisia herself.
and the film follows him as he discovers the eroticism of classical Arabic literature, and as he struggles to come into being with his own desire. So we're going to watch that short. Je crois que je vais désormais commencer tous mes cours avec les mots du désir et encore du désir. C'est inspiré d'un professeur que j'ai eu à la Sorbonne qui a dit, premier cours magistral, bon, vous savez déjà que la littérature ne parle que de désir. Pardon. Some of this is inspired by a teacher I had at Sorbonne who started the seminar by just claiming that we all already knew that literature was solely about desire. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces thèmes entrecroisés dans le film, donc la littérature, la diaspora, l'immigration, oui. Alors, le projet du film, il est parti de faire le portrait d'un jeune homme qui a 19 ans et qui est un nouveau regard sur la masculinité, qui est un jeune homme qui doute, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a pas le courage d'aller vers cette femme dont il est très amoureux, et de l'accompagner dans cette trajectoire-là, de se lâcher, un jeune homme qui va se lâcher progressivement. Et là-dedans, dans ce portrait, donc c'est vraiment une histoire d'amour comme ça, de désir, je trouvais ça intéressant que ce jeune homme soit un jeune homme français, mais de parents algériens, et que le film soit en fait une quête identitaire, parce que je pense que les grandes histoires d'amour sont des choses qui nous chamboulent aussi dans ce qu'on est, dans la construction de son identité. Et je voulais connecter ce jeune homme qui ne connaît pas sa culture d'origine, qui n'est jamais allé en Algérie, qui ne parle pas la langue, mais qui est perçu par les autres comme étant maghrébin et arabe. Je voulais le connecter à une très grande tradition dans la culture arabe, qui est la littérature courtisane, les textes amoureux, le ghazal, ce qu'on appelle la littérature d'amour, et l'érotisme et la sensualité. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on oublie énormément cette sensualité du monde arabe qui, quand même, a toujours été présente. Et quand on s'est intéressé à l'Orient, c'est la première chose qu'on a retenue et dont les orientalistes, c'est avant tout la sensualité. Donc je voulais faire cette rencontre-là. Ahmed et Farah, une jeune fille qui vient de Tunisie, qui n'a pas de problématique par rapport à son identité, qui sait ce qu'elle veut, qui est ouverte, qui est une jeune fille moderne, réellement d'aujourd'hui, face à un jeune homme qui est très timide, qui est très introverti, qui rencontre cette femme et la littérature arabe qui ne connaît pas, et que tout ça, ça se cristallise. So the desire of the film was to make this 19-year-old boy who is full of doubt and who lacks courage to act upon his desire, the love that he feels for this woman, and to meld that with the fact that he is someone who is French and who is perceived by the people who surround him as being North African, but in fact has a relationship to that culture himself, and that we will progress with him as he attempts to let go in this love story, which is also an identity quest, because I strongly believe that love stories have this factor, have this challenge to the core of the self that he goes through meeting this woman who, unlike him, is very secure in her identity and doesn't experience the same kind of internal conflicts as he does. So it's through meeting her and through the experience of him, the introduction to Arabic classic literature and courtship literature, to see this central history of the Arab world, which is something that maybe we forget about more today, but which is ever so present. Et c'est vrai que le film, il aborde aussi cette idée que Farah et Ahmed, ils sont très différents et qu'il y a plusieurs manières d'être de culture arabe et d'amener de la diversité. En France, on a beaucoup cette question on dirait que tout le monde est dans le même sac, on dit, et là, d'avoir ramené de la diversité dans le monde arabe
et de le placer à Paris et d'interroger cette identité-là, cette différence entre eux deux, et de faire aussi une histoire d'amour entre deux personnages maghrébins à Paris, qui est quelque chose que j'ai pas vu en fait. Et du coup, le film traite de beaucoup de choses qui m'ont manqué en fait dans le cinéma. Ça m'a manqué de raconter la première fois d'un jeune homme qui est timide, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Ça m'a manqué de raconter ce rapport à ses origines, ce questionnement-là. Il y a aussi une relation père-fils qui est très très importante. C'est vrai que dans les deux films, il y a une relation mère-fille dans le premier et père-fils dans le deuxième qui sont très importants dans la narration. Et voilà. So this was also about bringing some diversity to the perceived and creative narratives of what it is to have a North African identity in France, which often can be kind of monolithic. So to show the differences between them and really to bring to the screen things that I just had not seen represented that I was lacking in French cinema. So both the fact of seeing a young man have his first sexual experiences, which is not something that we see very often. Also the relationship between him and his father, which sort of echoes the relationship between Farah and her mother in the previous film. And so all of these things that I wanted to bring to light. Donc je pense qu'il y a peut-être, j'espère qu'il y a peut-être des questions, des réflexions sur le film qui a été montré hier et en fait en format virtuel toute cette semaine à la Maison Française. Donc pensez à vos questions. Peut-être juste avant de passer la parole à l'assistance, donc vos films ont eu une critique vraiment très bonne. Mais je pense qu'on peut situer ça dans un cadre plus large de floraison d'un nouveau cinéma maghrébin au Maghreb et du Maghreb, et surtout la percée de femmes cinéastes. Donc il y a Kauta Benhania évidemment qui a été nommée pour un Oscar l'année dernière, mais aussi Sophia Djenma en Algérie, Mariam Mbarek, Mariam Touzani. Donc beaucoup de femmes tout d'un coup qui tournent des films extraordinaires. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à quelque chose à une vraie floraison des arts cinématographiques? Do you want to translate? So the question is about whether you feel that you are part of a blooming of both a new kind of cinema made in North Africa by North Africans, creating new stories, and also the wave of women filmmakers that are finally being allowed to tell their own stories. Oui, alors en fait, c'est quand j'ai tourné À peine j'ouvre les yeux en 2014 et quand on l'a financé, il y avait, et même quand il a commencé sa vie en festival, il y avait pas autant de films maghrébins. On sortait d'une période de 10-15 ans où il y avait très peu de choses et il n'y avait pas trop de public. Et par exemple, on ne pouvait pas avoir de l'argent d'un distributeur, c'était pour un film du Maghreb parce que on disait ça marche pas. Il y avait pas. On était plutôt dans une vague de cinéma asiatique et le cinéma arabe était très très en berne, disons. Enfin, il n'était pas très développé. Il l'a eu une période où il l'était, mais ce n'était pas le cas. Et c'était comme si c'était un peu. Le film a très très bien marché, À peine j'ouvre les yeux, en Tunisie et en France et un peu partout. Et c'est vrai que ça a été presque au démarrage, à la même période, il y avait plein de films. Et tout d'un coup, il commençait à y avoir plein de nouveaux cinéastes, tous très différents, avec des styles très forts et des propos très forts. Et c'est vrai que là, quand j'ai fait Une histoire d'amour et de désir, le premier, il était à Cannes, le premier était à Venise, on était le seul où il y avait 2 films arabes dans tout le festival de Venise. Et Une histoire d'amour et de désir, l'année dernière, il y avait 6 ou 7 films arabes. C'était vraiment impensable il y a quelques années.
Donc oui, j'ai vraiment la sensation de vivre un moment cinématographiquement très riche et très passionnant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes cinéastes. La Tunisie a toujours eu des femmes cinéastes. Il y a eu Moufida Tlatli, Raja Ameri. Il y a vraiment un cinéma, enfin une proportion de cinéastes femmes assez importante. Et c'est encore le cas avec Kawthar Bouguenea, avec aussi Hind Boujama. Il y a vraiment des cinéastes. Et c'est très excitant d'être dans un moment comme ça, où il y a comme ça beaucoup de regards très libres et très forts et qui sont vraiment dans le cinéma. Et donc oui, j'ai cette sensation de faire partie, je ne sais pas si c'est une nouvelle vague, où est-ce que ça va aller, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une dynamique. Et cette dynamique, elle se retrouve, en tout cas en Tunisie, dans la salle aussi de cinéma. Bon, avant le Covid, mais c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux jeunes distributeurs qui ont repris des salles. Il y a eu plein de salles de cinéma qui ont ouvert par rapport à une époque de la fin des années Ben Ali où les salles ont fermé. Là, il y a vraiment des salles qui ont ouvert, le public est là, et même là, ça a repris. Donc il y a même, et dans les salles de cinéma en Tunisie, il y a beaucoup de jeunes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui est moins le cas en France, par exemple, où il y a beaucoup de personnes pas très jeunes dans les salles. Voilà, pardon. J'oublie à chaque fois. Donc, les gens Yes. I definitely noticed the difference between my first film, where in 2014 it was very difficult to get funding and distribution for a film that was seen as an Arab film because there just wasn't an industry for that at the time. And when it was in Venice, I think there was maybe 2 films by Arabic filmmakers, as opposed to A Tale of Love and Desire last year, where there might have been 6 or 7 films, and there's definitely this effervescence and this emergence of so many different filmmakers that have both a strong outlook, a strong gaze, and a strong message in their movies. So I very much feel that I'm part of that. It's worth saying that Tunisia has had a history of women filmmakers particularly that's always been quite strong, but there's definitely this new energy that's very exciting, and so I don't know what this new wave or this renewal is going to lead to, but in Tunisia it also takes shape in the movie theater itself, where cinemas that were closing or that were emptied at the end of the Ben Ali regime are now full of young people, and new distribution companies are being put into place, and so we'll see where it goes, but it is very exciting. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est passé. Merci beaucoup. J'avais une question sur qui ferait un petit peu le lien entre les 2 films, donc j'ai pas vu le nouveau, j'ai vu le coordonnant. Sur la question du désir. Dans le premier film, il y a cette relation amoureuse qui est mise en avant, et au départ, on voit le jeune garçon qui est très actif, proactif par rapport à la jeune fille. Ce qui est intéressant aussi à un moment de cette scène, qui m'a beaucoup touché, la scène dans le lit, où ça s'inverse un peu. Et donc c'est tout dans ce contexte évidemment de répression sociale, etc. Ça s'inverse un peu, la jeune fille veut voir le corps du garçon et dit « Arrête, je suis timide ». Et ça m'a beaucoup touché. Parce qu'on peut le voir dans un sens, c'est un acte d'empowerment de la jeune fille, enfin, voilà, c'est un acte de liberté, d'assumer son désir, etc. Mais on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est montrer la fragilité de l'homme, des désirs, etc. Et donc j'ai vraiment hâte de voir le second film. Voilà. Alors, attends, tu veux traduire alors, ce qui est drôle, c'est que tu as visé juste parce que cette scène-là, de À peine j'ouvre les yeux, c'est presque l'embryon du film d'après. C'est-à-dire que c'est en montant le film, je me suis dit, en fait, cette scène-là, c'est presque ce que j'ai envie de raconter dans le prochain. C'est-à-dire une jeune femme qui regarde un jeune homme qui va être timide, qui va être introverti et qui ne va pas être à l'aise avec son désir. Donc c'est vraiment l'embryon un peu de ça. Et aussi,
dans l'écriture de cette scène. En fait, pour moi, cette scène, Farah, elle a sa première fois. Et au début, j'avais écrit la scène. C'est souvent dans l'écriture, on passe d'abord par le cliché. On écrit dans la première version le cliché. Alors dans la première version, je me suis dit, bon, une première fois, bon, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? On voit que la fille va saigner, etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Qu'est-ce qui est important pour elle à ce moment-là? Et je me suis dit, ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'elle voit le corps d'un homme dénudé. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très important. Et voilà, d'où cette scène où elle lui dit un peu, je te mate. Et dans le deuxième film, la fille s'appelle aussi Farah. On peut le voir presque comme une suite. So the question was about the link of the desires between the two different couples in the two films, and a scene in particular which was very moving to the audience member in the first, where in the man in the relationship, as I open my eyes, is more forward and more active in the relationship for most of it, until the scene where they're together in bed, where suddenly that power dynamic kind of shifts, and she very much wants to look at him and see his body, and he becomes shy. And so that scene, in fact, was in some ways where the embryo of the entire idea for Tale of Love and Desire originated. This young woman who has this desire to be with and to look at this man who is quite shy. And in writing the script and in writing her first sexual experiences, the first Farah, because both of the characters are called Farah in the second and the first, when we write this first sexual experience, we often, and in writing in general, often first have to go through the cliches. So first write what we expect to see in such a scene. And so I first thought about the fact that she might bleed or things along these lines until I realized that wasn't what was important. It was the fact that she was going to want to see a man's body, which is not a banal thing. And so then rewrote that, and so that continued into the second film. J'ai absolument adoré la relation mère-fille dans I Open My Eyes. J'ai trouvé ça si touchant, si émouvant. C'est souvent dans les films, quand il y a des relations comme ça de conflit entre générations, il n'y a pas vraiment de développement. Alors que là, la mère évolue et en particulier, elle comprend que c'est à travers la musique, parce que l'identité de sa fille, c'est la musique. Et c'est à travers ça qu'elle la touche, et j'ai une question au sujet de l'intrigue finale. Alors peut-être que c'est tout dans le mystère, dans le subtil, et qu'il n'y a peut-être pas de réponse. Et c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Mais quand la mère raconte ce qui lui est arrivé quand elle était jeune, je ne suis pas tout à fait sûre. Est-ce qu'on apprend que sa fille, c'est pas vraiment la fille de son père, que c'est plutôt son amant? Est-ce qu'il lui est arrivé la même chose? Elle a été torturée par cet homme du ministère de l'Intérieur pour voir. Je voulais savoir s'il y avait une explication ou pas. Voilà. So I really loved the intergenerational relationship in I Open My Eyes, because oftentimes when these things are put into play, it can remain kind of static, whereas here we really love to see Farah's mother evolve throughout the film. And so the question is actually quite specific to the script itself, that by the end, when she makes these revelations, is it implying that Farah is not the daughter of her father but of her lover? Is it because she's also submitted to the same forms of torture by the man from the Ministry of Interior? So wanted to know if there's an explanation we can get from this. Merci beaucoup pour la question. Oui, déjà le rapport mère-fille dans le film, il est fondamental. Il structure vraiment le film. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y ait une trajectoire de cette relation et que ça change. C'est-à-dire qu'au début, la mère est en fusion avec sa fille. Elle vit presque les choses par procuration. Elle est très très protectrice. Et au début du film, on se dit mais elle est trop protectrice, elle est limite folle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'un personnage qu'on condamne au début presque en tant que spectateur, on se dit elle est folle. En fait, au milieu du film, on se dit mince, elle a raison. Et puis elle fait une trajectoire, c'est-à-dire qu'elle lui interdit de chanter et finalement à la fin, elle essaye de la faire, elle veut qu'elle chante.
Et j'aime beaucoup cette idée que les enfants, que les parents grandissent avec leurs enfants et apprennent en fait à être des enfants. Et c'est un peu métaphorique d'une génération qui a abandonné. Et en fait, cette scène, c'est la fin sur le passé de la mère. D'abord, il y a ce sens métaphorique qui est un peu ce qui s'est passé dans la révolution tunisienne, d'une génération qui a abandonné ses rêves, qui vivait dans une sorte de confort, mais qui a laissé tomber aussi beaucoup de choses et qui d'un coup va se réveiller au contact de l'énergie, de la jeunesse et qui va être saisie par ça. Après, sur le passé, non, en effet, la mère a une histoire d'amour et il y a quelque chose en miroir. On peut se dire qu'elle a vécu quelque chose qui ressemble et qui l'a un peu détruite et qu'elle n'a pas envie que sa fille le soit également. On peut se raconter des choses, pour moi, mais vous pouvez vous raconter, et c'est ouvert, mais pour moi, c'est pas le père de Falah. Et elle a vécu des choses dont on ne sait pas exactement, mais juste, elle a vécu une histoire d'amour très très malheureuse, mais elle n'a pas forcément été exactement dans la même situation, mais elle a été... comment dire, c'est comme si elle avait abandonné quoi, et qu'elle a été un peu cassée. Voilà. Que sa propre énergie à elle a été cassée aussi. So yes, the relationship between the daughter and the mother is foundational to the film. What I wanted the mother to give out at first is that because she is so protective of her daughter and because she's almost living vicariously through her, the idea was that the spectator would at first kind of condemn her for being overprotective until halfway through the movie, because of the way that things evolve, we come to realize that perhaps she was right, so that is part of the dynamic and the progression. But then also it's the fact that something I very much believe in, which is that parents grow with their children, and so it's also about that growth, which then by the end, when the revelations come to become a metaphor for something much wider generationally, which is that this generation, which had given up on their hopes and dreams because of the political situation, are suddenly reawakening in contact with this younger generation and their energy. As to the biographical elements, you can speculate whichever way you want. I don't have a particular line. Je voulais dire que, je t'ai déjà dit que je trouve ce film vraiment très très émouvant et ça marche sur plein de niveaux. Une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est que grâce à cette rencontre de Farah, le jeune homme découvre en fait aussi sa culture d'origine, la culture de ses parents. En fait, c'est à travers l'érotisme qu'il découvre dans la littérature classique, c'est ça qui finalement lui donne le désir de connaître cette femme, et de faire l'amour avec cette femme. Et il découvre aussi l'arabe, il ne parle pas l'arabe. Farah lui demande s'il le parle, et finalement, je ne sais pas si je dois spoil alert, it's a masterclass. Alerte. Elle lui envoie un mot d'amour en arabe, et il ne sait pas à qui il faut qu'il demande la traduction, parce qu'il ne sait pas trop ce qui est dedans. Et en fin de compte, il tourne à son père. Et son père qui est très silencieux. Donc j'arrête. Bon, et la musique aussi. La musique joue un rôle tellement important dans ce film. Donc j'ai l'impression que c'est une quête d'identité aussi, non seulement personnelle, mais qui lui permet de découvrir sa culture d'origine. Donc je ne sais pas s'il y a une question. C'est plutôt une appréciation. Mais en fait, j'aimerais peut-être savoir un peu plus sur le rôle de la musique dans ce film. Il y a plusieurs types de musique, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, merci. Par rapport à la musique, donc j'ai fait un premier film qui est très très musical, comme vous avez vu, et le deuxième l'était moins a priori.
Mais par contre, je me disais qu'il fallait vraiment avoir une musique du film. J'avais dans l'idée qu'il doit y avoir une musique du film, que ce soit un instrument, que ce soit quelque chose d'un peu dissonant et que ce soit une musique qui dise l'intériorité du personnage de Ahmed. Comme Ahmed est très secret et intérieur, je voulais que la musique soit très organique et qu'elle dise quelque chose sur lui, auquel on n'a pas accès par autre chose que par ça. Et donc il y avait cette idée-là, mais je ne savais pas quoi ni comment. Et il y avait aussi l'idée que les personnages, à 3 reprises, vivent, enfin le personnage d'Ahmed, des moments de musique live. Je pense que j'ai gardé la joie du live du premier film. Et donc il y a un concert de Ralia Ben Ali qui est la maman dans le premier film et qui est en vrai une chanteuse et qui n'est pas actrice. Donc il y avait ce concert, il y avait de la darbouka et il y avait un moment de saxophone, de quelqu'un qui joue du saxophone dehors, en bord de scène. Et c'est un ami à qui j'ai demandé, qui est prof de musique, et je lui ai dit tu as composé des choses? Il me dit non, et il m'envoie ça. Et il me dit juste ça. Et je fais waouh, c'est tellement beau que en fait cette musique-là, c'était très fort de l'écouter. Et tout de suite j'ai eu l'impression que c'était Ahmed. Et j'ai fait écouter à l'acteur qui n'arrêtait pas de l'écouter. Et du coup, j'ai dit à cet ami, écoute, peut-être qu'on peut en faire la musique du film. Mais c'est très risqué, c'est très particulier, c'est très original. Je ne sais pas si ça va marcher. Et du coup, il a composé la musique. Et on a essayé avec le monteur. Et plus on avançait, plus on était sûr que c'était la bonne musique pour le film. Et c'est vrai que c'est une musique qui est très particulière, mais qui apporte vraiment un accès direct aux émotions du personnage. So I asked my question on the role of music in the second film. First, there was this idea from the start that there would be 3 occasions of live music in this film. First, Ralia Ben Ali, who is a singer in real life, plays the mother in I Open My Eyes, who's not an actress, sings. Then there is a moment of darbouka and there's a saxophone. And the idea is that because Ahmed is such a shy character, because he doesn't really we don't have direct access to his interiority in any other way, the desire was for the music to be that which carries us to his intimacy and his interiority. And so I asked a friend of mine who's a music teacher whether he'd composed anything that I could use, and it turns out that he'd composed that which ended up being the film's music, which we really worked with and around, and we weren't sure about in the end, but it ends up working very well. Et je dois ajouter que c'est un très très bon saxophoniste et qui fait aussi dans des groupes de jazz et de free jazz et des choses un peu plus musique contemporaine, et que par ailleurs il y a aussi 2 courts moments de musique qui sont les musiques de Alif ensemble, dans lequel voilà le fameux album de Alif, qui est un groupe qui n'existe plus, mais cet album il est mythique, il est très très beau, donc j'ai mis des introductions musicales qui sont dans 2 chansons de cet album. I should also say that this composer, in fact, is a very talented saxophone player who plays in very many different genres, and that there's also, on 2 occasions, musical introductions to song by Alif Ensemble, which is the band that Hayam was part of, who composed the music for As I Open My Eyes. Merci beaucoup de ce très beau film. J'ai très bien aimé la musique et tout le mélange des cultures, de genres, de styles musicaux. Et je me demandais si vous pouviez parler un peu plus des réactions au film en général et en particulier à la musique et à l'usage du oud dans ce contexte de rock et tout ce que cela représente, si c'est quelque chose que vous voyez venir un peu plus clair dans ces dernières années, dans la musique chrétienne. Je crois que ça a donné des idées, oui. J'ai vu quelques groupes avec... ça existait, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, mais il y a eu... ça a donné quelques idées et tout, et la musique d'À peine j'ouvre les yeux, on l'a sortie en album, en CD, et elle, en Tunisie, elle est
très très populaire chez les jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes jusqu'à aujourd'hui qui me disent on l'écoute en soirée, on l'écoute, c'est nos chansons. Enfin, la musique a vraiment... Enfin, le film a beaucoup plu à la jeunesse en Tunisie parce qu'ils se sont vraiment reconnus, mais ils avaient l'impression qu'ils ne se reconnaissaient pas souvent dans les films tunisiens et que les films tunisiens ne représentaient pas les générations comme ça, des 20 ans, 18, 20 ans. Et donc la musique a eu énormément d'impact. Après, on nous avait proposé de faire des concerts, etc. Mais c'était compliqué parce que il fallait qu'il y ait Hayem et puis, enfin voilà, c'était pas un vrai groupe en fait. Donc ils ont fait pour le film, mais après ça n'a pas, c'était difficile Hayem les a fait beaucoup répéter, etc. Et l'acteur, c'est pas lui qui joue le oud, c'est Hayem qui joue le oud. Donc il l'a formé et il était là, Hayem, mais derrière la caméra, et il jouait le oud en même temps pour que ce soit vraiment du live. Voilà, donc c'était pas possible que le groupe continue. So the question was about the reception of As I Open My Eyes, especially on the reviews on its music and the fact that it has oud in the rock music, and whether that has given people some ideas for music since. And the answer is yes, there has been a proliferation of this, but that it also existed prior. But that the film, As I Open My Eyes, that became an album with the music, and that a lot of Tunisian youth feel very connected to the film, but also to the music that they say that they listen to at parties and things of the like. We had some ideas of trying to make concerts for it, but it was difficult because since it was a band that was formed for the cinema, it was a real band, and the actor who plays the oud isn't actually playing. Hayem, who is the composer, was the one playing, and because we were so set on the sound being direct, Hayem was playing the oud in the same time as we were filming behind the camera. So it was an entire architecture. Bonjour. Je me rappelle la première fois quand j'ai vu As I Open My Eyes, j'étais une jeune Tunisienne qui venait d'arriver à Paris. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on voit Falah, c'est cette jeune fille qui, déjà à cet âge-là, fait face à tellement de tabous et de censure, et même sur la censure du gouvernement, la censure de la société, le fait de boire, du désir, de la famille. Donc c'est vraiment incroyable de voir ça, je trouve que tu me capturais très bien. Et puis, quand on regarde ce film, c'est libérateur. C'est-à-dire qu'on voit cette jeune fille qui justement franchit tous ces tabous. C'est celle qu'on a vu l'extrait qui enferme sa mère, mais j'étais agrippée à mon ciel en me disant que c'est pas possible, elle va pas faire ça, c'est incroyable. Et donc c'était des moments assez forts. Et donc Falah devient presque cette héroïne pour des jeunes Tunisiennes en fait qui voient ça et qui se disent en fait il y a une possibilité d'évolution, de passer tous ces tabous et de vraiment grandir, d'avoir sa place dans la société et sa voix. Ce que je voulais savoir, c'était dans votre tête, est-ce que Falah avait déjà cette identité-là? Est-ce que c'est déjà cette personne très forte, jeune, mais en même temps qui a cette énergie et qui est elle-même quand on la voit dans un film? Et aussi, comment est-ce que le travail a été fait avec les acteurs pour rendre cette authenticité en fait? On voit vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir des acteurs, on a l'impression de voir en fait un moment dans la société tunisienne, quelque chose qui se passe, de très vrai. Donc voilà, et peut-être une dernière question, avant. Vous mentionnez que voilà, dans le deuxième film, c'est une sorte d'évolution peut-être de Falah, qui sont à deux moments différents. Donc la deuxième arrive, déjà ses études, mais elle est un peu plus âgée, elle a l'air d'être plus sûre, elle a une identité qui est beaucoup plus ferme. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait un lien un peu entre les deux. So I first saw As I Open My Eyes as a young Tunisian woman who just moved to Paris, and I was very moved by it because the film does these two things together of both being such an accurate depiction of all of the forbidding forces that this woman is faced with, and all of the censorship and all of the constraints, and then also has this emancipatory potential where we see her do the things like in the scene that we saw where she walks her mother and was on the edge of the seat, and she can't seriously be doing this. So there's this huge energizing power where Falah becomes a kind of a heroine and that shows the way to what could be in a circle of liberation and emancipation
were watching anything staged, but just a moment of Tunisian society. And then thirdly, how this Farah came to be the Farah of the Desert. Merci beaucoup, ça me fait très 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 plaisir. Oui, dès l'écriture, il y avait cette idée que Farah devait être une héroïne, vraiment une héroïne, dans À peine j'ouvre les yeux. Il y avait cette idée d'une héroïne moderne, jeune, tunisienne, voilà, parce qu'elle fait des choses que peut-être beaucoup de Tunisiennes ont rêvé de faire, mais qu'elles n'ont pas fait, c'est-à-dire enfermer leur mère. et voilà, elle est comment dire, elle est grande gueule, elle est impertinente, elle répond, elle fait chier en gros, et elle s'en fout quoi, et elle a une forme d'inconscience qu'on n'a pas beaucoup en Tunisie en vérité, parce qu'on a très fort conscience de la société, et Farah est un personnage qui, on lui dit que c'est dangereux ce qu'elle fait, mais elle n'a pas conscience, c'est ce qui lui permet de chanter dans le bar, c'est ce qui lui permet de faire des choses, mais elle est rattrapée quand même à la fin, et voilà, et elle est cassée quand même malgré tout. Donc, et en travaillant le film, déjà en faisant le casting, beaucoup de jeunes femmes que je rencontrais en casting me disaient, quand je leur racontais l'histoire, me disaient mais c'est ma vie, c'est moi Farah, et je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et de plus en plus, par exemple là, quand le deuxième film est sorti en Tunisie, j'ai fait des interviews, des rencontres, des choses comme ça, et il y a eu plein de jeunes femmes qui devaient avoir 25 ans, 26 ans, qui me disaient mais Farah, j'ai vu À peine j'ouvre les yeux à sa sortie, c'est le film de ma vie, il m'a tellement donné du courage. J'ai vu une jeune femme qui vient de, je sais pas, du sud de la Tunisie, elle m'a dit tout le lycée après m'appelait Farah, elle s'appelle pas du tout Farah, et elle m'a dit vraiment c'est un film qui m'a donné énormément de force. Donc je réalise à quel point le film, pour certains, Farah elle a ce statut mythique, c'est super quand il y a des choses qui se passent comme ça. Peut-être il faut traduire. So thank you very much. It's very, very good to hear. I did intend Farah to be a hero from the start, and this heroism was only possible if she was somewhat unaware of the consequences of her actions. Because the problem, of course, is that I wanted her to be doing all of these things that I know that a lot of young Tunisian women would want to do, like mothers up in the room. But there's this idea, because we grow up to be so aware of the social constraints and all of the things that you spoke about, she needed to somehow be slightly disconnected from that until, of course, throughout the film she's caught up and gets beaten into her also. And when this one came out, and the second one also, the amount of women that came to me and told me that this film represented them in a way that they just hadn't seen, and it gave them so much courage. So she does seem to, in some way, become that figure. Par rapport aux acteurs, dans À peine j'ouvre les yeux, les acteurs ils sont à 90% non professionnels. Et Baya qui joue Farah ici, elle n'avait jamais joué avant. Les autres jeunes non plus. Ralia qui joue la maman, elle a joué une fois, mais elle est d'abord chanteuse. Et en fait, le scénario est très écrit, mais il est allé vers les personnages. Et quand j'ai pris Baya, j'ai beaucoup hésité, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce que ce soit elle, parce que elle est très grande gueule et elle est vraiment un peu comme le personnage, elle est impertinente comme ça. Et elle me perturbait beaucoup parce qu'elle a ce côté voilà, de donner son avis. Et donc le film, avec les personnages sont allés vers les acteurs sont allés vers les personnages, c'est une rencontre. Et il y avait beaucoup de liberté. On a filmé avec le chef opérateur des plans très longs où les acteurs vivaient vraiment et c'est peut-être aussi ça qui explique les plans longs, c'est qu'ils vivaient vraiment les situations. Donc ils les ressentaient. Par exemple, la scène de la police, Baya, elle s'est mise dans un état très particulier et elle a été vraiment, elle tremblait et tout. Elle savait, la scène était écrite, elle la connaissait, il n'y avait pas de... Mais elle était vraiment dans l'état émotionnel. Et d'ailleurs, après, on a été faire une fête tellement elle était... Donc, c'est vrai que c'était un conditionnement comme ça de vivre le film et pas de le jouer. Et je réponds de... So the second question about how I worked with the actors, the fact that most of them are non-professional actors is a big part of it.
main actress, just as her mother, the mother had a previous experience, the main actress didn't. And so that is one thing. And then I think the question about the length of the shot, the pace of the movie is also very important. That I gave them time to feel the scenes rather than just act them out. And the scene with the police, for example, got Diana, the main actress, in such a state that we had to go and party it off afterwards. Et par rapport au deuxième film, donc la troisième question, c'est que donc là j'ai commencé à écrire un film qui est sur le personnage de Ahmed et du coup il rencontrait une Tunisienne qui est arrivée de Tunisie. Et en commençant à écrire le personnage, à le décrire, je me disais mais c'est Farah en fait. Et donc je trouvais ça drôle de l'appeler vraiment Farah Qadel, donc le même nom et prénom que l'autre personnage, avec le même type de physique, et de me dire que même si elle n'est pas le personnage principal, c'est le deuxième personnage, c'est peut-être la même, et qu'elle a peut-être parti en France faire des études supérieures de lettres, et elle rencontre Ahmed, et de voir ce petit pas de côté. Après, j'ai pas pris la même actrice, parce que pour des lois de casting, là, c'est une histoire d'amour, et le personnage principal, c'était l'acteur, que j'ai trouvé qui était super, et j'ai essayé avec l'actrice d'À peine j'ouvre les yeux, et le couple, ça marchait pas. L'alchimie ne marchait pas, donc je pouvais pas prendre la même personne, mais voilà, il y avait un petit jeu comme ça, un petit jeu, et je sais pas si vous avez vu le film, il passe demain, mais voilà, il y a une forme de suite. Après, il y a Ghalia Ben Ali qui chante dans le film, et elle n'est pas la mère de Farah, elle est Ghalia Ben Ali. And for the question about how one Farah leads to the other, A Tale of Love and Desire was written with Ahmed in mind as the main character, and when I wrote him as the central point, and when I started writing this young woman that he meets, it just so happened that it was Farah that I was discovering again, and so I thought that I kind of enjoyed, giving her the same name and last name, sort of accepting that this was a recurring character. In terms of casting, I couldn't choose the same actress as I Opened My Eyes, because the alchemy just did not work, the chemistry between her and the person that was going to be Ahmed. So there are these occurrences. Il n'y avait pas une question? Non. Une dernière question. Merci. Merci beaucoup pour ces deux films. J'ai eu la chance de les voir tous les deux, donc je vois le deuxième film aussi qui a une puissance critique tellement forte, et qu'on retrouve déjà dans le premier, que pour le coup vous qui hier soir pour la première fois. Et je voulais vous poser cette question parce que finalement il y a une force critique sociale, différentes questions qui font débat beaucoup de sociétés, mais en France particulièrement, et on voit dans le premier film des réflexions sur la question de la race. On voit par exemple que la femme qui travaille pour la famille de l'héroïne principale dire au téléphone qu'elle est blonde aux yeux bleus alors que c'est une femme noire, pour des questions aussi de stratification raciale, des questions raciales en Tunisie aussi. Et on voit dans le deuxième film aussi ces questions autour de la banlieue. Et merci beaucoup d'avoir fait un film différent sur la banlieue, parce qu'en France il y a des tropes sur les films de banlieue qui sont très compliqués. Ce sont des blancs professeurs qui sont lâchés dans une classe de banlieue et qui sautent un peu tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir fait l'inverse, des choses vraiment plus vraies et beaucoup plus critiques. Donc merci pour ça, et je voulais un peu vous demander ce qui étaient vos influences, peut-être un peu plus théoriques, intellectuelles, qu'est-ce que vous avez suivi comme mouvement, comme réflexion en France, ou des choses qui vous ont inspiré, parce que vous avez vraiment une puissance, une subtilité aussi dans cette observation sociale qui est vraiment passionnante. Donc merci beaucoup pour ça, et un peu savoir quelles étaient vos influences intellectuelles. So I was lucky enough to see both of your films, and I thank and congratulate you for the subtlety and strength of your social critique, bringing to the fore problems and questions that arise in every society, but that are particularly common in France today. In the first, questions of racial stratification. In the second, the fact of the kind of tropes that are, or breaking from the tropes that cinema made in French suburbs sort of replicates, and thank you for making a film that is different than that. I'd like to know what your references, whether theoretical or political, have been in creating that vision. Merci beaucoup de ce que vous avez dit.
En réalité, je ne pense pas avoir de vraies références politiques comme ça dans le sens direct du terme. Je crois que je cherche beaucoup en écrivant une justesse, en fait, une justesse de regard et quelque chose. Enfin, je me pose tout le temps la question, en fait, pas que en écrivant, en fabriquant le film, sur la justesse et sur comment échapper aux clichés, ce que je disais un peu tout à l'heure. Et après, je pense que c'est vraiment ce qui m'intéresse dans mon cinéma, même si j'ai fait que 2 films, c'est comment l'intime est très très politique en fait, et comment voilà, les films sont très intimistes, ils sont très intimes, mais c'est très politique, et notamment l'histoire d'amour et de désir, c'est un portrait d'un moment, d'une histoire d'amour, d'un garçon qui vit une histoire d'amour, mais ce corps-là, dans la banlieue, dans cet espace-là, c'est un film éminemment politique, alors qu'en fait il est... Enfin, déjà le choix de le filmer, en fait, c'est déjà une décision politique. Donc c'est vrai que j'ai une sorte d'ancrage comme ça politique, mais j'essaye de pas partir de ça non plus, parce que c'est très compliqué. Les films ne peuvent pas être des tracts ou d'un militantisme très direct. Et par exemple, quand j'avais fait À peine j'ouvre les yeux, on me posait beaucoup de questions sur le féminisme et à quel point j'étais féministe. En plus, c'était presque mal vu. En fait, à un moment, c'est pas il y a si longtemps, mais en 2015, c'était un peu mal vu de dire je suis féministe, il fallait un peu se justifier. Et aujourd'hui, bon, on est ça change très vite, et c'est vrai que même les ancrages politiques. Mais je ne me pose pas la question de ce point de vue-là. Je me pose vraiment beaucoup la question du côté de la justesse et des manques de représentation, en tout cas beaucoup pour la banlieue justement, et juste de filmer l'amour en fait, et l'intime dans une banlieue. Et d'ailleurs, je pense que même si ça s'est très bien passé la sortie en France, il y a eu un problème de désir du spectateur pour aller voir un film dans banlieue en France qui soit juste une histoire d'amour entre 2 Arabes en fait. Et une fois que les gens voyaient le film, ils étaient très contents, mais pour y aller, c'était compliqué quoi. Donc, et d'ailleurs, pour moi, le film parle tellement à la France que je suis surprise mais ça marche dans d'autres pays et ça intéresse. Mais bon, voilà, je déborde. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas des références très directes, mais ce qui m'intéresse, c'est comment le fait politique peut vraiment résonner dans notre intimité la plus profonde. So I wouldn't say that I have direct political reference. In fact, I think that it is difficult for films to become militant themselves or manifestos of kinds. So I go and write from my belief that intimacy is profoundly political, and let that resonate throughout. As far as A Tale of Love and Desire goes, I'm surprised to see the international resonance of the film, because for me it is speaking so clearly to a French context, and I think that this question of wanting to create something that hasn't been done before and to give it a new vision was met with a kind of resistance in the desire of the spectators to go and see a film that has to do with the suburb, but is also just a love story. Once they see it, they're very happy, but the fact that they're going to that. Similarly, as I opened my eyes, I was asked a lot of questions about my feminism at the time, which wasn't the political landscape was shifted very quickly, and I could feel a kind of approach in that, but I try not to tackle the political questions head on as such, as opposed to let myself, through the intimacy, find the political resonance that just is. Bon, malheureusement, on arrive à l'heure. Merci Leila Bouzid pour cette conversation si riche et d'avoir partagé avec nous tant de détails sur votre pratique de cinéaste et comment vous avez vécu et pensé au film que vous étiez en train de tourner. Si vous avez envie de voir le nouveau film,
Vous pouvez très facilement le faire demain au festival Rendez-vous with French Cinema à Lincoln Center à 12h30. Il y a une rencontre après. Et il y a une rencontre après avec Leila Bouzid. Donc si vous avez encore des questions pour elle, allez demain voir le film. Et je crois qu'il y a une deuxième projection le mercredi à 15h30. Voilà. Donc merci encore une fois à Assia, merci beaucoup, bravo. Et à toute l'équipe de Rendez-vous with French Cinema et à Albertine Cinémathèque et évidemment à mes collègues de la Maison Française et au public d'avoir assisté aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était un honneur et je suis ravie de cette discussion. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.